Écoutez cet extrait vidéo que je viens de vous sélectionner sur Toxin et qui confirme mes dires, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas écouter les médias mainstream qui continuent à tenir le même discours et surtout concernant le conflit à l'Ukraine. Dernièrement, concernant cette fameuse opération toile d'araignée et qui est loin d'être un Pearl Harbor russe. Écoutez cet extrait, surtout vos réactions. À plus tard. Nous, on entend partout, on va dire, dans la presse mainstream, comme on dit, opération Pearl Harbor, toile d'araignée, la plus spectaculaire, gros camouflet pour la Russie. Là, déjà, on entend un autre son de cloche avec Maxime Chat qui est de nous dire attention, tout ça arrive dans une période où finalement la Russie continuait de gagner du terrain et on est très loin des images d'échecs russes qu'on nous laisse entendre. Oui, alors cette expression m'étonne. Enfin, ça m'étonne toujours de voir que il y a des éléments de langage comme ça. On va prendre un terme à la mode qu'on retrouve systématiquement dans. On va parler des médias mainstream. Quand je regardais un petit peu LCI ou C'est dans l'air ou des médias on va dire voilà. Et le terme Pearl Harbor se retrouvait à peu près sur tous les plateaux. Ah oui, c'est intéressant ça. Personne d'ailleurs n'a souligné que le Pearl Harbor des Japonais c'était quand même très mal terminé pour eux. Oui. Et que utiliser ces analogies historiques, ça s'est quand même terminé par une bombe nucléaire, enfin deux même. Ouais. Donc et puis par une capitulation. Donc d'abord, en plus, ça me paraît extrêmement comment osé discutable. comme comparaison. Oui. Cela dit, Pearl Harbor a mis un peu un terme, on l'oublie historiquement, à la toute-puissance des cuirassés sur les mers, le fait que les flottes imposantes comme ça sont difficiles à protéger en fait, et que là, à l'époque, c'était l'aviation et notamment les bombardements par voie aérienne, et il y avait un côté un peu novateur de la part des Japonais. Là, les Ukrainiens, je dirais, développent un aspect novateur que les drones ont déjà montré. Les drones ont véritablement révolutionné le champ de bataille. Mais là, effectivement, c'est une opération qui montre que peut-être que ces bombardiers stratégiques, dont je rappelle l'ancienneté, les TU-22 ou les TU-95 sont des avions, je crois les derniers à avoir été produits, c'est 1991, donc on est avec des vieux appareils. Et d'ailleurs, une chose aussi, une remarque, c'est que le traité, vous savez, la Russie et les États-Unis ont pris leur distance sur des traités qu'ils avaient signés, mais il y en a un auquel ils souscrivent toujours, qui est le traité START, qui avait été signé dans les années 2010. Je crois que c'était l'accord de Prague, qui explicitement demandait aux partenaires, justement, aux signataires de ce traité, de faire en sorte que leur flotte stratégique soit visible depuis les satellites des autres. Ça veut dire qu'en gros, mettre les avions, les bombardiers stratégiques, donc sur les aéroports, comme les Américains le font à Diego Garcia et sur leur base aux États-Unis, eh bien, c'est une exigence de ce traité qui demande à ce que l'adversaire puisse, avec ses satellites, voir ces avions au sol. Et donc, en fait, là, quelque part, les Ukrainiens ont utilisé une sorte de faiblesse, le fait que ces avions soient exposés, pour pouvoir les viser. Oui, en soi, on pourrait dire que c'est pas très éthique. Si on s'en réfère, mais l'Ukraine n'est pas signataire de ce traité, mais c'est un traité qui a été signé entre les États-Unis et la Russie. Et donc, voilà. Donc ça, on peut maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est aussi que 95% des frappes réalisées et des bombardements réalisés, soit par missiles Iskander, Caliber ou par drone en Ukraine, ne le sont pas faits par ces bombardiers stratégiques, quoi. C'est-à-dire ces bombardiers ont été utilisés pour bombarder l'Ukraine certaines fois. Quand vous parlez des bombardiers, vous parlez des TU, de tous ces avions qui finalement ont été bombardés là. Voilà, c'est Tupolev qui ont été. Alors on ne sait pas exactement le nombre. Là aussi, élément de langage, 40 appareils. Voilà, moi j'ai même fait mon premier papier sur le site d'Omerta en prenant ce chiffre pour argent comptant. En réalité, dans la journée hier, on a compris que c'était pas 40, qu'on était plutôt autour de 10, une dizaine. Même si c'est quand même, il faut quand même le reconnaître, c'est une très belle opération. C'est très audacieux, ça combine l'audace et la technologie.
technologie, ça montre en effet qu'avec avec les drones, et en particulier avec les drones d'attaque FPV, on peut réaliser des choses et détruire des appareils à plusieurs milliards de dollars avec une technologie très aboutie, mais relativement bon marché, parce que ces drones ne coûtent pas si cher que ça. Oui. Voilà. Et Régis, c'est juste une question de côté, mais quand même qui se pose. Là, on arrive vraiment aussi à la question, encore une fois, éthique et presque philosophique des robots tueurs, parce que là, on est quand même très très loin. C'est un drone qui porte et qui va exposer quelqu'un. Vous l'avez vécu vous-même un peu sur le terrain avec ces drones qui passaient au-dessus de vos têtes. Vous m'aviez raconté. Bon, là, on est quand même sur un changement total de front de guerre. Non, mais avec les drones, c'est même pire par rapport à novembre dernier où j'étais, comme vous le notiez, à Koursk avec une unité de dronistes. Les choses ont encore évolué. Il y a eu les drones à fibre optique qui permettent d'éviter le brouillage, justement. Et là, les Russes ont repris une sorte de supériorité dans le domaine des drones que les Ukrainiens avaient précédemment. Aujourd'hui, je vais dire, c'est à peu près 50-50. Mais ça donne quoi? Ça donne que les rotations en première ligne se font tous les mois et demi, au lieu de se faire toutes les 3 semaines, parce que ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire l'espèce de zone intermédiaire un peu floue entre les deux ennemis, c'est largement agrandi à cause des drones. La zone grise sur les fronts du Donbass aujourd'hui, c'est 7 km et demi. Donc c'est 7 km et demi pour arriver à ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire la zone de front. Parce que c'est la distance parcourue par le drone, en fait, c'est ça? Oui, mais il faut les faire à pied. Au début de la guerre, moi je me souviens, j'ai des films du début de la guerre où les soldats étaient sur les BMP, c'est-à-dire les véhicules de transport de troupes, avec des grappes de soldats, en particulier pendant les périodes de boue, qui leur permettaient, avec les chenilles, d'arriver vers le front. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire ça à pied et de nuit. Donc c'est extrêmement délicat de faire des rotations. Et pourquoi ils sont obligés de faire ça à pied? À cause des drones. Oui, mais parce que à pied, il risque autant un drone. Oui, mais à pied de nuit, en petites unités et un soldat individuel, c'est moins facile, moins intéressant à viser. Oui, ça va, c'est moins intéressant, mais c'est toujours aussi. Oui, c'est ça. Un véhicule avec une dizaine de soldats dessus, où là, vous êtes sûr de faire mouche. Aujourd'hui, entre 0 et 5 km de la ligne de front, vous avez quasiment un véhicule, aujourd'hui, n'importe quel véhicule a une durée de vie extrêmement limitée. C'est terrible, hein. Entre 0 et 7,5 km, c'est-à-dire un petit peu après, tout véhicule est en danger. Et aujourd'hui, notamment avec les drones filoguidés, on a de fibre optique, on a des frappes jusqu'à 20 km de la ligne de front. Donc voilà, ça c'est pour... Après, attention, ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'opération toile d'araignée, ça ce sont des drones qui se sont élevés à partir de camions, mais c'est les mêmes drones, hein, c'est du FPV. Voilà. Maxime Chape, peut-être aussi un mot sur ces drones et ce changement de typologie de guerre finalement aussi. Excusez-moi. Bien, il est vrai que le conflit en Ukraine pourrait être rebaptisé la guerre des drones, hein, comme on le sait tous. La réalité, c'est que, à mon avis, vu le niveau de perte humaine qui a été engendré dans cette guerre, j'estime qu'il serait temps, à mon avis, d'envisager sérieusement la paix. Mais l'ennui, c'est qu'apparemment, la production de drones d'un côté comme de l'autre continue d'augmenter et qu'on peut s'apercevoir qu'avec très peu de moyens, parce que l'opération en question a nécessité la location d'un entrepôt, quelques camions et des drones qui ne sont pas non plus une technologie, pour le coup, soit extrêmement perfectionnée. Avec très peu de moyens, on peut infliger des dommages considérables à l'adversaire. Le problème, c'est que si on regarde dans l'histoire très récente, hein, c'est-à-dire dans les derniers mois du conflit, on peut remonter à l'été 2024 notamment, ou à novembre 2024, lorsque les Occidentaux ont aidé les Ukrainiens à frapper la profondeur russe, ou en août 2024, lorsque il y a eu l'offensive de Koursk, hein, qui a été menée. Les réponses russes ne sont pas arrivées tout de suite, mais elles ont été dévastatrices, notamment pour les infrastructures électriques ukrainiennes. Donc, c'est les civils qui pâtissent en fait des actions de leurs propres services spéciaux et de leur propre armée la plupart du temps. Là, à mon avis, la réaction des Russes, ils n'ont pas vraiment médiatisé ce qui s'est passé.
je parle de l'opération Toile d'araignée toujours, mais il est possible qu'il y ait une riposte qui soit, à mon avis, ils vont être contraints de riposter et pourquoi pas de frapper des centres décisionnels ou même d'accélérer leur offensive au niveau du Donbass. Et je pense que comme à l'image de l'invasion de Koursk de l'été dernier, je pense que c'est une opération qui permet à l'Ukraine au niveau médiatique, au niveau mondial, de dire regardez, on est en position de force, on est en train de monter en puissance et on est capable d'infliger à l'adversaire des revers majeurs. Donc c'est plus des opérations entre guillemets d'humiliation, mais elles ont un coût humain. Les conséquences ont des coûts humains et matériels qui sont extrêmement importants. Donc c'est à la fois, je pense qu'en termes de guerre psychologique, c'est bien vu puisque les Russes se sentent vulnérables, y compris jusqu'en Sibérie. Donc là, on est vraiment face à une opération qui a été, en termes d'impact psychologique, qui a été bien montée, mais néanmoins, les conséquences pourraient être encore plus désastreuses pour les Ukrainiens. Et j'insiste bien pour les populations ukrainiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à la désescalade. Le problème, c'est que aucune des parties ne semble réellement souhaiter, mis à part peut-être l'administration américaine, enfin en tout cas l'administration Trump. Le problème, c'est que le Congrès reste très anti-russe. Il est difficile de diriger le gouvernement des États-Unis parce qu'il y a plusieurs agences qui peuvent mener les politiques en concurrence avec celles qui sont prônées par le président américain. Donc Trump, là, je pense, va être contraint de durcir le ton peut-être à l'égard de la Russie. On se souvient qu'il voulait stopper le conflit en 24 heures. À mon avis, on en est loin et moi, la question qui me hante, et j'ai pas la réponse parce que c'est toujours difficile de faire de la prospective, c'est est-ce que l'armée ukrainienne sur le front du Donbass va s'effondrer? Et si oui, un tel effondrement pourrait être rapide. Le processus de débandade qui s'en suivrait pourrait être rapide parce que je ne vois pas les États-Unis continuer à livrer des volumes importants d'armement. Il est tout à fait possible que les États-Unis se désengagent, y compris en termes d'appui en renseignement. Et là, ce serait catastrophique pour l'armée ukrainienne. Et je pense que plus on retarde la paix, en fait, plus on va vers l'escalade et plus les Russes vont être tentés de prendre, pourquoi pas, d'autres oblasts, d'aller peut-être jusqu'à Odessa. C'est pour ça que j'estime que le gouvernement ukrainien devrait faire preuve d'être un peu plus de pondération et d'essayer de comment dire, les exigences russes sont quand même difficiles à accepter pour les Ukrainiens, je le concède. Autant que quand on lit le mémorandum ukrainien publié hier, je vois mal la paix à brève échéance, très sincèrement. Je pense au contraire que ça peut durer, mais on peut se réjouir qu'il y ait un dialogue. Ça, c'est hyper important, qu'il y ait un dialogue direct, puisque on réduit quand même les risques d'escalade incontrôlée.